Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Un accident de la circulation a fait 5 morts sur la Y4, la voie de contournement d'Abidjan. 3 autres personnes ont été blessées dans la collision entre un camion-benz, un véhicule particulier et une moto. Aux États-Unis, la directrice du Secret Service a fini par annoncer sa démission aujourd'hui. Kimberly Seattle a reconnu hier l'échec du service chargé de la protection de Donald Trump quand ce dernier a été visé par une tentative d'assassinat en plein meeting. Et cette dernière information avant de poursuivre, 5 personnes sont mortes et 3 autres blessées dans un accident de la circulation ce mardi sur la Y4, la voie de contournement d'Abidjan. Il s'agit d'une collision qui a eu lieu sens Abobo-Baoulé à Niama. Elle a impliqué un camion-benz, un véhicule particulier et une moto. Poursuivons avec la rubrique de ce mardi. À Agboville, dans la région de l'Agnébitiassa, les transporteurs et les commerçants font la loi. Ils ont envahi les abords de la voie principale du marché de la ville. Difficile donc de circuler, mais plus inquiétant encore, les risques qu'encourent les populations en consommant des aliments exposés au gaz d'échappement des motos, mais aussi à la poussière. Le carton rouge situe la responsabilité dans ce sujet d'Assitan Diarra, Noussangare, Enza Traoré et Fatima Ouattara. Garé en plein milieu de la voie principale pour prendre des clients fait partie des habitudes des conducteurs de taxis communaux de la ville d'Agboville, dans la région de l'Agnébitiassa. Ici, sur la voie principale du marché, ces chauffeurs sans foi ni loi font vivre le calvaire aux piétons. Les piétons arrivent à bien marcher au bord. Si le gouvernement pouvait trouver la gare pour eux. Ça nous dérange. Ici, il y a ces embouteillages. L'incivisme et la mauvaise foi de ces conducteurs causent de nombreux soucis aux usagers de ce tronçon. Pour emprunter cette voie, il faut être patient, indulgent et tolérant pour ne pas se bagarrer avec ces chauffeurs mal intentionnés. Dans ce désordre, il est difficile pour les automobilistes de se frayer un chemin. Le plus impressionnant, c'est que ces conducteurs de taxis communaux sont bel et bien conscients de la gravité de leurs actes. Quand on regarde sur la route comme ça, là, ça nous fatigue beaucoup. Souvent même là, on veut prendre un client comme ça et puis, bon, il peut dire que c'est sur la route. Les clients aussi, là, c'est forcément au bord, ils vont nous arrêter à ce qu'on regarde et puis ils montent. Vous n'êtes pas au bout de votre surprise. Ces maîtres des lieux ont fini par transformer l'entrée principale de ce quartier en une gare, empêchant ainsi les riverains d'accéder à leur domicile en toute tranquillité. De 6h jusqu'à 21h, il n'y a pas de véhicule qui passe. On a déjà fermé le trottoir, il ne peut pas passer. Donc quand ils même voient assez de véhicules, ils savent qu'il n'y a pas de passage, donc ils ne disent rien. Ce que nous demandons à la mairie, c'est qu'ils nous trouvent un espace pour que nous puissions travailler en toute tranquillité. Selon des témoins, il est impossible de passer 24 heures sur cette voie sans assister à un accident. Autrefois, moto a ramassé les gens ici, voiture a ramassé moto, c'est pas bien. Et donc on essaie de revoir. On est prudent pour éviter les accidents, les accrochages et autres. Ah, Chabia, vous quittez la air rouler, ouais. Tu fais quoi? Vous quittez la... Aux actes inciviques de ces chauffeurs s'ajoutent ceux des commerçants qui ont abandonné le marché pour s'installer aux abords de la route. Sur cette voie, ils rivalisent avec les conducteurs des taxis communaux. Ici, chacun dicte sa loi. On se débrouille pour aider la famille. Ça fait longtemps qu'on est ici. Les voitures nous voient très bien. Parce que si on rentre dedans, il n'y a pas les gens qui vont nous voir. C'est Dieu même qui nous sauve. Sinon, ce n'est pas facile. On ne peut pas dire que non, on peut rentrer dedans. Parce que nous, on se débrouille ici pour vendre. Si on rentre dedans, ça ne sera pas trop, ça est trop têtu. Ça pour ça, on se débrouille un peu ici. Nous, on sait qu'on est sur la route, mais on n'a pas de place. Souvent, s'il y a un accident, nous, on a peur. Parce qu'ils vont dire non, on est sur la route, c'est ça, les gens ne gagnent pas la route pour passer. C'est avec beaucoup de vigilance et de courage que les populations d'Agboville empruntent ce chemin.
marche avec prudence pour éviter les accidents. Si l'État peut trouver une solution. Mais attendez, mesdames et messieurs, la route n'est ni une gare ni un marché. Vous, chauffeurs de taxis communaux, vous, commerçants, vu la souffrance des usagers de ce tronçon et les désagréments que vous causez, la rédaction de RTI2 vous attribue un carton rouge. Mesdames et messieurs, vous avez bien compris. Carton rouge une fois, carton rouge 2 fois, carton rouge 3 fois pour votre comportement incivique. Mais attendez, soyons de bons citoyens pour le développement de ce pays. La soudure est un corps de métier regroupant plusieurs autres petits métiers, dont la ferronnerie, la tuyauterie, la chaudronnerie ou encore les constructions métalliques, et j'en passe. Toutefois, ces métiers ne sont pas sans risque. Et d'ailleurs, pour être à l'abri de certaines pathologies, il est important d'avoir des équipements de protection, ce que, vous le verrez, plusieurs ateliers de soudure ne possèdent toujours pas. Les travailleurs sont donc exposés à plusieurs maladies. Le récit de Georgette Tudo Fofana. Yopougon Toit Rouge. C'est ici que Charles Ferronnier travaille depuis plus de 30 ans. Ce jour, le temps est compté pour Charles le Ferronnier. Il doit rendre ce portail avant la tombée de la nuit. Je suis là à faire la finition d'une porte. Voilà, parce que quand on fait les finitions, les portes, il faut faire les finitions. Donc je suis sur la finition comme ça pour livrer ça. Comme c'est juste pour faire une petite retouche dessus. Sinon, il est bien de porter les verres pour pouvoir faire les finitions. Charles exécute sa tâche sans équipement de protection. Une attitude qui l'expose à d'énormes risques dont il en est conscient. Les étincelles, et puis il y a la fumée aussi, voilà, de la soudure. Quand la fumée ou la lumière est trop, ça donne mal à l'œil. Bon, on fait comment c'est le métier. Il y a des hauts et des bas. Marié et père de 5 enfants, Charles rassure que ce métier nourrit son homme. C'est un métier qui nourrit son homme. Quand il y a du sérieux, je ne me plains pas dedans. C'est ce que je prends pour subvenir aux besoins de la famille. Contrairement à Charles qui travaille sans outils de sécurité, dans ce tout autre atelier de ferronnerie dans la même commune de Yopougon, les employés se protègent. Se protège le visage à cause des flammes, plus la fumée. Pour le responsable de l'atelier, la ferronnerie, la chaudronnerie et les constructions métalliques, dont la base est la soudure, nécessitent des accessoires de protection. Depuis la formation à l'école, les professeurs nous ont conseillé de porter les cagoules, c'est-à-dire les verres noirs. Parce que c'est un feu comme volcan. Hein. Ce volcan-là, ce feu-là peut percer même une tôle de plus de 20 mm. Donc c'est plus qu'un volcan. Donc la lumière est forte, le feu il est fort. Donc il faut être protégé pour ne pas endommager les yeux. Selon Dr Adjoumani, ophtalmologue, les soudeurs sans protection s'exposent à la cécité. Le risque le plus grave, c'est la cécité. Donc il court beaucoup de risques, notamment des complications au niveau de la partie antérieure de l'œil. Il y a des complications au niveau de la partie postérieure de l'œil. Donc tous les soudeurs qui ne se protègent pas courent beaucoup de risques. Outre les lunettes de protection, Dr Adjoumani fait quelques recommandations. Le matériel adéquat au niveau de l'ophtalmologie, c'est les paires de lunettes de protection, c'est le casque. Mais en dehors de cela, il y a le vêtement du soudeur, il y a le port de gants, il y a le port des chaussures de soudeur. Et ensuite, il y a le temps d'exposition lié au travail. Les métiers de la soudure sont à promouvoir pour favoriser l'employabilité des jeunes. Les acteurs méritent d'être sensibilisés à l'usage d'un équipement de protection pour préserver leur vie. Dans un autre chapitre, l'ONG Save Humanity of Africa, en collaboration avec la Fédération des associations pour la promotion sociale des personnes en situation de handicap, a remis un fauteuil roulant à une écolière. Elle est venue de Zokoguyé 2, un village du département de Daloa. La cérémonie de remise s'est déroulée le week-end dernier dans la commune du Plateau. Le reportage d'Aïcha Guiri et Laurence Kakra. Marie-Emmanuela est une écolière en situation de handicap moteur. Elle rencontre de nombreuses difficultés pour se rendre à l'école. Ce jour, elle qui vit à Zokoguyé 2, un village dans le département de Daloa, est à Abidjan en compagnie de son géniteur Vincent Kwaku Yao. Elle a vraiment beaucoup de problèmes
parce qu'elle va à l'école. Et quand elle va à l'école, avant d'aller à l'école, elle traîne jusqu'à l'école. Ce n'est pas tous les jours, nous les parents, on a le temps de la prendre pour partir à l'école. Le jour, on n'est pas là. Même quand elle va à midi, elle est obligée de traîner pour venir à la maison, pour pouvoir manger. Sensible à la douleur de Vincent Kwaku-Yao et à la souffrance de Marie-Manuela, l'ONG Save Humanity of Africa, en collaboration avec la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés en Côte d'Ivoire, lui fait don d'un fauteuil roulant pour faciliter sa mobilité. J'étais dans la même situation, étant au village, et j'ai pu subir certaines humiliations. Alors, pourquoi, après toutes ces humiliations, étant donné que Dieu a donné le peu, pourquoi ne pas partager avec les autres, donc ceux qui sont en situation comme moi? Quand je vois les enfants des grandes personnes en situation de handicap, je suis peinée, je fais ce que je peux. Raison pour laquelle j'ai accepté spontanément de parrainer cette cérémonie. Aujourd'hui, Emmanuela Yao est heureuse. Moi également, je suis heureuse parce qu'il faut compatir aussi à la joie de d'autres personnes. L'enfant est l'objet de stigmatisation, l'enfant est l'objet parfois de brimades de ses camarades. Le matin, la famille se débrouille pour mettre les enfants au dos pour les déposer à l'école. Après, quand il faut revenir à midi, l'enfant rampe. Pour une fillette, ce n'est pas du tout facile. Et donc, recevoir un fauteuil, c'est quelque chose de formidable. Ce tas d'humanisme et de solidarité dépasse l'entendement de Vincent qui ne peut cacher ses émotions. C'est une grâce. Moi, je remercie surtout les ordonnateurs qui ont fait cette grâce pour moi. De son milieu aussi, nous-mêmes, on est mal vus, lui aussi, elle-même, elle est mal vue. Donc aujourd'hui, c'est une grande joie. Ces initiatives qui visent le soutien des personnes vulnérables pour leur bien-être social apportent un équilibre et une sorte d'égalité dans un monde de plus en plus concurrentiel. Des gestes de partage et de solidarité mis en œuvre par des entités associatives. 68 cadres et managers d'entreprises participent au Programme for Leadership Development, un programme pour renforcer leurs capacités en leadership en vue d'être des dirigeants compétents. Une formation initiée par MDE Business School. Et pour la session résidentielle de ce programme, les auditeurs se sont retrouvés dans la ville de Grand-Bassam. Nous Sangaré, Karine Baliba. Divers secteurs d'activité, ils occupent des postes de responsabilité dans leurs différentes entreprises. Ces managers et dirigeants participent au programme for Leadership Development, un programme pour renforcer leurs capacités en leadership en vue d'être des dirigeants compétents. Cette formation à MDE Business School nous permet de développer notre leadership, nous donne beaucoup plus d'orientation, nous donne une grande vision et nous permet d'être vraiment percutant sur les problèmes qui se posent déjà dans la société. C'est une importante capitale et je crois que depuis que nous sommes là, nous avons reçu pas mal d'acquis qui nous permettent de mieux adresser nos problèmes au quotidien et surtout en matière de gestion et de management. Et cette formation nous permet donc de savoir prendre les décisions quand il faut et de très bonnes décisions. Et donc on peut dire en gros que c'est une formation pour faire de nous des très bons managers. Je voudrais donc au passage saluer et dire merci justement à la direction générale de la RTI qui nous permet de participer à cette formation qui vient à Pont-Nomi. Le programme for Leadership Development fait partie des programmes de formation de MDE Business School, une école dédiée à la formation des dirigeants et des cadres des organisations. Nous avons l'ambition de donner à des managers qui ont souvent le nez dans le guidon, qui sont arc-boutés sur leurs expertises parcellaires, leur donner une vision à 360 degrés de l'entreprise. Donc tous les modules qui concernent la vie de l'entreprise, depuis la comptabilité, le management des opérations, que ce soit la stratégie, les finances, toutes les activités de l'entreprise sont abordées, tous les modules. Et à cela s'ajoutent également des modules pour ce qui concerne les PLD, des modules liés au renforcement de leur leadership. 68 auditeurs participent à ce programme dont la formation va se poursuivre à Barcelone, en Espagne. Un programme qui va durer 9 mois. Dans le chapitre de la santé, de 2020 à aujourd'hui, plusieurs projets de réhabilitation et de construction d'hôpitaux et centres de santé communautaires
ont vu le jour en Côte d'Ivoire grâce à Eneida Del Hierro, la responsable du pôle santé de l'Agence française de développement en Côte d'Ivoire. En fin de mission, dans notre pays, elle a été célébrée par les responsables des établissements sanitaires communautaires. La fête s'est déroulée à la FSUCOM de Yopougon-Ouassakara sous le regard de Jean-Marc Tchadji. C'est dans une ambiance culturelle que la Confédération des ESCOM, établissements sanitaires à base communautaire, témoigne sa reconnaissance à Eneida Del Hierro, responsable du pôle santé de l'Agence française de développement en fin de mission en Côte d'Ivoire. Eneida a contribué à la construction et à la réhabilitation de plusieurs hôpitaux publics et de centres de santé communautaires du pays, ce qui lui a valu cet hommage mérité. Eneida, durant son séjour en Côte d'Ivoire, a travaillé sur le développement et le soutien des hôpitaux privés à but non lucratif tels que l'hôpital de Bodo, Tia-Salé, l'hôpital Saint-Jean-Baptiste et la clinique de l'ABF à Korogo. Et enfin, pour ce qui concerne la mise en visibilité et le plaidoyer en faveur des ESCOM, elle a surtout joué un rôle clé dans l'agenda rétrospectif de la coopération française sur les ESCOM, l'un des plus beaux bébés de la coopération France-Côte d'Ivoire. Le directeur pays de l'Agence française de développement, Adrien Hay, et Eneida Del Hierro n'ont pas boudé du plaisir face à cet honneur. J'ai été vraiment touchée par le travail que vous réalisiez. Et comme l'a dit le directeur de l'AFD, c'était impensable pour nous de ne pas travailler avec vous quand on travaille sur le renforcement de l'offre de soins. Vu la patientèle que vous accueillez, vu le cœur que vous y mettez, vu l'implication des communautés, la redevabilité que vous vous efforcez d'avoir. Et nous avons vraiment voulu conforter votre place dans la carte sanitaire en Côte d'Ivoire. Merci encore vraiment pour l'hommage que vous nous rendez. En redécouvrant vos structures et en constatant l'affluence des patients et la confiance qu'ils vous accordent, il nous a semblé évident que nous ne pouvions pas travailler sur ces 3 axes sans prendre en compte votre réseau. Nous sommes très heureux, et je suis très heureux, que cela ait pu se traduire par des financements et des appuis sous différentes formes. De 2020 à 2024, Eneida Del Hierro n'a sans cesse démontré l'utilité publique et la nécessité de la pérennisation des établissements sanitaires à base communautaire, ce qui a permis à l'AFD d'intégrer dans le nouveau projet de financement budgétaire programmatique signé en janvier 2024 dans le cadre du 3e contrat de désendettement et de développement C2D. Retournons à Agboville, cette fois pour parler sport. Le rideau est tombé sur la première édition du tournoi international de football Wa-Chocolat, un tournoi destiné à célébrer l'intégration et promouvoir la consommation du chocolat local. Débuté le 16 juillet dernier, cette compétition organisée par la coopérative SEMPA a réuni 8 équipes issues de la sous-région ouest-africaine. Le reportage de Ngamble Konaté et Arsène Kwasi. Il est 11h ce vendredi 19 juillet 2024 à Agboville. Jeunes, femmes, leaders d'associations, autorités administratives et coutumières, dirigeants et techniciens du football ivoirien, personne n'a voulu manquer l'apothéose du tournoi international Wa-Chocolat d'Agboville. Un match que les gens sont quittés en haut, l'autre sont quittés en bas, l'autre sont quittés au centre. En réalité, c'est l'Afrique qui est réunie ici. Avoir une compétition internationale, c'est pas donné à toutes les régions d'accueillir une telle compétition. Et nous, vraiment, nous sommes très heureuses. Après 72 heures de compétition sanctionnée par un parcours sans faute, l'équipe du Burkina Faso en jaune noir a rendez-vous avec la formation ivoirienne de l'entente sportive d'Agboville en finale. Dans les tribunes, l'ambiance est assurée par les supporters venus nombreux pour pousser leur équipe à la victoire. Derrière, des stands sont érigés par les chocolatiers, pâtissiers et artisans producteurs pour permettre aux visiteurs et au grand public de déguster le chocolat local. Ce tournoi, c'est pour faire la promotion du cacao de Côte d'Ivoire et aussi enlever les enfants des champs des cacao pour les former, pour qu'ils puissent devenir des hommes demain. Utiliser le sport avec ce magnifique concept de promouvoir le cacao, c'est une initiative tellement intéressante que je me devais d'être là. Cette valorisation du chocolat ivoirien, chocolat produit dans des conditions exigées par la communauté internationale. Et c'est ce qui justifie notre présence par cette participation effective, non seulement des autorités administratives que nous sommes, mais aussi des autorités politiques de la région et du département d'Agboville.
Sur le terrain, le spectacle est à la hauteur des attentes. Longtemps resté fermé, la partie se débloque à 5 minutes du terme sur ce coup franc bien exécuté par Accor Issa. Le buteur nigérian, âgé de 25 ans, offre la victoire à l'entente sportive d'Agboville, récemment promue en Ligue 2. La cérémonie de clôture a été l'occasion de récompenser les différents acteurs. Le meilleur jeune joueur, le finaliste malheureux, le meilleur buteur, le corps arbitral, tous les meilleurs acteurs ont été honorés avant que le capitaine de l'entente sportive d'Agboville ne reçoive le trophée des vainqueurs des mains de Jean-Jacques Atsin, représentant le préfet du département d'Agboville. Débuté le 16 juillet 2024, 8 équipes issues de la sous-région ont participé à cette compétition destinée à célébrer l'amitié et promouvoir la consommation du chocolat local. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 2e édition de cette grande compétition que les initiateurs entendent pérenniser à Agboville dans la région de la Niébi-Tiassa. Un nouveau édition en titre aux États-Unis. La directrice du Secret Service a fini par démissionner aujourd'hui. Kimberly Seattle a reconnu hier l'échec du service chargé de la protection de Donald Trump quand ce dernier a été visé par une tentative d'assassinat. Depuis le 13 juillet, son service chargé de la protection des hautes personnalités américaines fait face à des critiques sur d'éventuels manquements et défaillances humaines. Et des appels à la démission de Kimberly, nommée en 2022 par le président Joe Biden, sont venus des deux côtés de l'échiquier politique. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.